Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale avec le Maroc depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui porte sur la culture marocaine aux États-Unis. Je voudrais tout d'abord adresser mes plus vifs remerciements à l'ambassadrice du Maroc aux États-Unis pour l'important soutien apporté par l'ambassade du Royaume à Washington lors de la préparation de cet épisode. Tout comme les partenariats politiques, les partenariats culturels entre le Maroc et les États-Unis sont profondément ancrés dans l'histoire et se sont renforcés au fil des ans à travers de nombreux accords, traités et missions culturelles. Sans oublier les programmes d'échange d'étudiants et de professeurs d'université, ainsi que les innombrables festivals culturels internationaux entre les deux pays. En termes de tourisme, par exemple, le Maroc a été l'un des premiers pays à ouvrir un pavillon national marocain à Epcot Center du Disney World à Orlando, en Floride. Ce pavillon sert le meilleur de la cuisine marocaine et met en valeur la profondeur et l'authenticité du patrimoine culturel du Maroc auprès de millions d'Américains chaque année. D'autant que les Marocains vivant aux États-Unis jouent un rôle exemplaire pour représenter la culture marocaine et ils sont les meilleurs ambassadeurs de leur pays à l'étranger. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une myriade de personnalités maroco-américaines du monde culturel qui nous parleront de leur rôle dans la préservation du patrimoine culturel du Maroc et aussi dans le but d'initier leurs amis américains à la profondeur de cette culture séculaire. Avec nous, aujourd'hui, à ma droite, se trouve Mary Royce, une femme d'affaires américaine, diplomate et spécialiste en éducation. Elle a été secrétaire d'État adjointe à l'éducation et à la culture de 2018 à 2021. À côté d'elle se trouve Adel Naji, d'origine marocaine et né à Fès. Il dirige également Mauresque, une société architecturale et de planification au Maroc. Cette entreprise s'est étendue pour ouvrir des succursales aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Plus tard dans cet épisode, le chef Mouha nous rejoindra. Il est l'un des chefs cuisiniers marocains les plus renommés. Il nous parlera de la gastronomie marocaine qui est reconnue dans le monde entier. Après cela, nous aurons 3 artistes maroco-américains qui présentent leurs œuvres musicales et artistiques ici pour le public américain. Faisal Bentayeb, Kamal Salhi et Samir Langos. Ils vont nous parler de leur contribution à la diffusion de la culture marocaine aux États-Unis. Également avec nous, Marjana El-Salihi. Elle est organisatrice de soirées marocaines aux États-Unis et nous fera découvrir les chefs-d'œuvre du caftan marocain. À côté d'elle se trouve Sana, qui nous initiera à l'art de la gravure au henné, tout en dégustant le célèbre thé à la menthe marocain que Mohamed El-Ami nous préparera. Mais je vous propose tout d'abord d'écouter ce morceau musical de Samir Langos. Samir Langos a déjà été nominé pour un Grammy Awards. Il est né et a grandi dans la ville d'Ait Melloul, située à côté d'Agadir. يا
Une très belle performance musicale. Samir, nous savons tous que la richesse de la culture marocaine est le fruit du brassage de populations d'origines différentes. Parlez-nous de la musique gnawa que vous interprétez ici aux États-Unis. D'après mon expérience, j'ai l'impression que la musique de Gnawa a toujours été admirable, surtout pour le public américain. Un public qui ne parle pas notre langue arabe et ne comprend pas la thématique des chansons, mais ils sont toujours l'élégance de ce style musical. Mes concerts à New York se font toujours devant une foule immense qui essaie constamment d'en savoir plus sur cette musique et ce qu'elle signifie. Le public est sensible à cette musique. Vous pouvez toujours vous sentir appartenir à la musique, en particulier la musique gnawa, et comme vous l'avez vu maintenant après avoir entendu le morceau musical comme nous nous sommes fondus avec, j'ai joué ce clip avec un groupe de musique à New York appelé Aided Color et nous avons essayé de mélanger la musique traditionnelle gnawa avec du rock and roll, du jazz et du blues, parce que quand on parle de jazz et de blues, ils sont similaires à la musique gnawa car ils viennent tous de la même mer qui est l'Afrique. De même, le gambri est la base du banjo et du rythme tout entier. C'est un vieil instrument? Oui, il s'agit d'un instrument de musique très ancien, mais il a été développé au Maroc. À cet égard, je tiens à remercier les chefs d'orchestre marocains, les maîtres de la musique gnawa qui l'ont transmise de génération en génération et m'ont permis de la présenter ici aux États-Unis. Mes remerciements particuliers vont au Festival Gnawa et Musique du Monde, car grâce à eux, nous avons pu jouer ce style musical ici aux États-Unis. Merci Samir pour ce moment exceptionnel et pour votre sens du partage de cette formidable musique et la musique gnawa que vous transmettez et diffusez auprès du public américain. Now, George, let's go to you. Like most Americans, Je me tourne à présent vers notre chroniqueur George Landuit. George, une certaine image du Maroc est ancrée dans l'imaginaire des Américains par le film Casablanca. Vous avez appris à mieux le connaître à travers votre participation avec nous dans le cadre de cette émission depuis plus de 3 ans. Cependant, la plupart de nos discussions tournent généralement autour de politique ou d'économie. Alors, loin de ces sujets, quelle image vous êtes-vous forgé du Maroc et de sa culture unique? away from the political aspects? Absolutely. Very interesting question because I think there's a lot that has really impressed me about C'est une question très intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné à propos du Maroc. Premièrement, la diversité, comme vous l'avez mentionné, Adam. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est que la diversité au Maroc n'était pas une source de problème. En conséquence, elle offre l'opportunité à tout le monde. Je pense que ceci est une leçon importante pour le monde, car le Maroc assure un leadership moral accompagné d'une unité du peuple marocain avec ses riches traditions. Je pense également que la bonne cuisine marocaine est peut-être la raison pour laquelle les Marocains sont très heureux, car un ami m'a parlé d'un dicton marocain qui signifie que si votre estomac est plein de la bonne nourriture, votre cœur et votre tête voudront chanter. C'est peut-être la raison pour laquelle le peuple marocain est harmonieux. Tout ce que je sais, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la diversité signifie souvent le sentiment d'être un humain dans un groupe qui s'oppose à un autre. Le Maroc est un pays où l'état de droit et des institutions est vraiment consolidé. J'espère que tout le monde se tournera vers le Maroc et se rendra compte qu'il s'agit d'un pays dont ils peuvent apprendre beaucoup. En outre, j'ai remarqué que le peuple marocain fait preuve de fraternité et d'amitié. Ils sont des gens très sympathiques. D'ailleurs, je connais le Maroc depuis 3 ans, mais j'ai l'impression de le connaître depuis 30 ans. Les Marocains sont un peuple ouvert à la diversité et je pense que tout cela fait partie des secrets de ce peuple. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant faire une courte pause avant d'évoquer avec Marie Royce son concours à la promotion des échanges culturels entre nos 2 pays. Puis nous parlerons avec le professeur Adel Naji des créations artistiques marocaines aux États-Unis.
Mais je voudrais d'abord remercier à nouveau l'artiste Samir Langos pour sa présentation de la musique gnawa. J'ai également hâte de boire l'authentique thé marocain concocté par Mohamed El Alami. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui est une édition spéciale sur la richesse de la culture marocaine, cet héritage magique d'un pays unique, le Maroc, la terre du désert, des montagnes de l'Atlas, des plages de sable doré, des anciennes Casbahs. Nous commençons cette deuxième partie avec Marie Royce, l'ancienne secrétaire d'État adjointe à l'éducation et à la culture. Marie, vous avez séjourné au Maroc avant même de devenir responsable au gouvernement. Quel regard portez-vous sur cette culture marocaine, sa diversité qui est l'héritage d'un fascinant mélange de cultures arabes, islamiques, juives, africaines et européennes? Thank you very much for that question, Adam. First of all, it's such an honor to be here, and I've always been impressed with the Moroccan culture, the music. Merci beaucoup, Adam, pour votre question. Je voudrais d'abord dire que c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et en fait, j'ai toujours admiré la culture marocaine, musique et nourriture compris d'ailleurs. Tous les citoyens marocains résidant aux États-Unis sont des ambassadeurs de cette culture. J'ai visité le Maroc par le passé en tant que touriste d'abord, et puis j'ai eu l'occasion par la suite de le visiter à titre officiel. Et la chose importante à laquelle vous avez fait référence, c'est en effet cette influence africaine et européenne de ce pays en tant que corridor commercial. Mais le plus important encore, c'est que le Maroc est notre plus ancien allié au monde. En 1777, le sultan Mohammed Ben Abdallah a signé un ordre reconnaissant l'indépendance des États-Unis de la couronne britannique. Puis le sultan de l'époque a offert aux États-Unis un beau bâtiment pour la légation américaine dans la ville de Tanger. Et aujourd'hui, ce bâtiment est connu comme l'une des plus anciennes propriétés appartenant aux États-Unis à l'étranger. Cette légation américaine de Tanger commémore les relations historiques des deux pays, un lieu de grande valeur exploité aujourd'hui pour l'enseignement de l'anglais, mais aussi la promotion des activités culturelles, le Peace Corps également, et plus encore. Alors, autre chose à retenir, c'est que le Maroc prône la diversité culturelle et religieuse comme facteur de développement. Les États-Unis et le Maroc ont de nombreux dénominateurs communs, notamment la tolérance religieuse et la diversité linguistique. En fait, j'ai pu visiter une synagogue datant du 19e siècle sur place, et c'est un temple magnifique situé à l'intérieur de la zone antique de la Casbah. Et le plus étonnant, c'est qu'un des visiteurs a écrit que cette synagogue était la plus belle au monde, encore plus belle que celle que l'on trouve en Israël. Et il faut savoir qu'en visitant le Maroc, vous découvrirez à quel point les Marocains sont ouverts et tolérants. Une autre question pour vous, Marie. Au cours de votre mandat de secrétaire d'État adjointe, vous avez été responsable de plusieurs programmes d'échange éducatifs importants, tels que le programme Fulbright ou le programme des visiteurs internationaux. Alors comment ces programmes d'échange d'étudiants ont-ils contribué à construire des ponts entre les États-Unis et des pays étrangers tels que le Maroc? That's another terrific question. I do want to add one thing I did forget to say. Bon, c'est aussi une excellente question, Adam. Mais permettez-moi d'ajouter, d'abord, puisque j'ai oublié de le faire tout à l'heure, je voulais revenir sur la première raison de ma visite officielle au Maroc. C'était pour la contribution de l'élaboration d'un accord bilatéral de protection des biens culturels entre les États-Unis et le Maroc. Cela signifie que toute pièce ou chef-d'œuvre d'origine marocaine trouvée sur le sol américain sera restituée au Maroc par la force de la loi américaine et en coordination avec le Pentagone, le Conseil de sécurité nationale et le FBI.
Cela est extrêmement important car il fallait s'assurer que tous les symboles culturels marocains soient rendus à leur pays d'origine. Quant à l'échange culturel, nous avons célébré 80 pionniers à travers le monde et étonnamment, 2 sur 80 étaient du Maroc et j'ai eu le plaisir de les rencontrer. Nous avons aussi l'ancien programme Fulbright et j'en ai rencontré de nombreux bénéficiaires. Nous avons également le programme Access qui concerne l'enseignement de l'anglais et qui a été lancé depuis le Maroc, ainsi qu'un programme appelé The Stevens Initiative qui vise, elle, à injecter des investissements culturels et éducatifs marocains du Maroc dans les universités américaines. C'est vraiment magnifique. Permettez-moi aussi de parler du partenariat entre la Garde nationale de l'Utah et des forces armées royales marocaines qui est extraordinaire. Un partenariat qui est un modèle au niveau du continent africain, il faut le dire. Il existe une interaction très forte entre les deux pays dans le cadre de ce partenariat mutuellement bénéfique. Je dois également mentionner l'opportunité d'échange qu'il y a des étudiants universitaires entre le Maroc et les États-Unis. L'un des récipiendaires de la bourse Fulbright est d'ailleurs retourné au Texas pour enseigner à l'université. Oui, ce sont des relations solides et durables. En fait, les gouvernements changent tandis que les peuples restent avec leur culture. Il s'agit d'un bon investissement pour les relations entre les deux pays. Pardon, excusez-moi de vous interrompre, Adam. C'est pour vous montrer cette photo du secrétaire d'État des États-Unis, M. Blinken, lors de sa récente visite au Maroc. Ces personnes sur la photo font partie d'un groupe appelé Space Camp. Et elles parlaient de coopération et de tolérance. Et ce sont toutes des jeunes femmes qui envisagent de travailler à la NASA et font partie d'un programme d'échange américain. Génial. Passons maintenant au sujet de l'architecture marocaine avec l'architecte Adel Naji. Adel, vous avez conçu de nombreuses maisons ici aux États-Unis pour des personnalités politiques, artistiques et des célébrités. Pouvez-vous nous parler de votre expérience aux États-Unis ? Comment ce savoir-faire ancestral qu'est l'architecture maroco-andalouse est-il perçu aux États-Unis ? That's a very good question, and thank you so much for asking it. It's to answer your question. It's imperative to review the development of the Moroccan. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Pour y répondre, il faut faire le point sur l'évolution de l'architecture marocaine et ses racines dans l'architecture islamique, notamment en Andalousie, où les musulmans, les juifs et les chrétiens ont pu établir un mode de vivre ensemble dans la paix et la prospérité. Durant ce que l'on appelle l'âge d'or, entre les XIIe et XIIIe siècles, les musulmans, les juifs et les chrétiens ont trouvé le moyen non seulement de vivre ensemble, mais de s'épanouir dans un climat de tolérance qui leur a permis à tous de bénéficier des avantages économiques et culturels. Le Maroc a grandement bénéficié du développement de l'architecture en Andalousie au cours des XIIe et XIIIe siècles, à l'époque des Almoravides, des Almohades, des Saadiens et des Alaouites. L'architecture marocaine a commencé à faire partie de la culture marocaine. De ce fait, j'avais de la chance car mes origines venaient d'une famille marocaine qui a émigré de l'Espagne en 1492 à cause de l'expulsion des Morisques d'Espagne. Notre nom de famille est El Msani. Après la migration de ma famille, ils se sont installés au Maroc, puis ils ont commencé à construire des monuments qui témoignent de la supériorité de l'architecture dans le monde islamique, comme l'école Atari à Fès. Je suis né dans une famille dont le principe était de travailler dans l'art et de produire les plus hauts niveaux d'art, et mon père a eu la chance de venir aux États-Unis à la fin de 1978. Pouvez-vous montrer votre livre devant la caméra ? Comme je l'ai dit, mon père a eu la chance de venir aux États-Unis et aujourd'hui, nous sommes 4 générations depuis 1928, l'année où l'entreprise a été fondée par mon arrière-grand-père. Et en 1978, mon père a été chargé de travailler à Hollywood pour construire des maisons de stars de cinéma et des studios.
Ces installations et la conception de ces maisons faisaient partie de nos identités. Et c'est ce qui m'a motivé à poursuivre le chemin qu'a pris mon père. Quand je suis venu aux États-Unis, mon chemin s'est établi pour faire des travaux d'architecture d'intérieur aux États-Unis. Peut-être que le Metropolitan Museum of Art et le joyeux de l'œuvre familiale témoignent de la supériorité de l'architecture et de l'ancien patrimoine marocain, qui est devenu un élément majeur dans le monde islamique ainsi que dans le monde arabe. Permettez-moi de revenir sur ce point avec vous plus en détail. Vous êtes originaire de Fès, cette ville qui possède la plus ancienne université du monde, l'université El-Qarawiyyin, célèbre pour sa bibliothèque et pour son impressionnant travail de bois sculpté et de carrelage vieux de plus de 1000 ans. Avant d'enregistrer cet épisode, vous m'avez parlé de cette maison que vous avez construite pour quelqu'un en Californie. Il s'agit là d'une maison luxueuse qui a coûté quelques 400 millions de dollars. Alors, parlez-nous de cette architecture marocaine qui sait si bien se projeter dans la modernité, tout en maintenant ces traditions artisanales que les Américains aiment tant. Y a-t-il une demande pour les arts de la gravure sur bois et du carrelage, le fameux lige? Bon, pour répondre à votre question, pourquoi les Américains tombent-ils amoureux de l'architecture marocaine? La réponse est simple. L'architecture marocaine vous donne un sentiment de paix et de tranquillité. En entrant dans un bâtiment conçu par le style marocain, on a cette impression d'être passé de l'époque actuelle au Moyen Âge. Et c'est ce que nous avons fait exactement au Metropolitan Museum of Art au niveau des arches et les couleurs des carreaux. Il s'agit d'une combinaison qui vous transmet un sentiment de paix, un principe soufi que les anciens bâtisseurs ont adopté auparavant. Pour nous, il y a un grand marché aux États-Unis, en particulier en Californie, car le style d'architecture est très similaire à notre style au Maroc. Et aussi parce que le climat est propice à la commercialisation de notre production. Et nous avons très bien réussi à commercialiser notre production en Californie depuis 25 ans. Mais le produit lui-même ne sera pas bon en cas d'absence d'une stratégie de commercialisation et d'évaluation du produit d'une manière qui le rende adapté à n'importe quel environnement. Il s'agit donc d'une savante combinaison d'art, de science et de commerce. Vous devez maîtriser les trois ensemble. Chers téléspectateurs, c'était là un excellent exemple de la créativité marocaine et de cette vivacité culturelle qui lui confère un caractère universel. Nous allons maintenant faire une courte pause et directement après, nous découvrirons ensemble la gastronomie marocaine qui aiguise déjà nos appétits. Et à ce propos, nous aurons avec nous l'un des chefs marocains les plus célèbres au monde, à savoir le chef Moha. Jetons un petit coup d'œil aux créations du chef Moha le temps d'une petite pause. Restez avec nous. And now, without further ado, the 2017 Embassy Chef Judges' Choice winner is Moha Fadal, Embassy of Morocco. مشاهدينا الكرام, welcome back to this special episode of Mal Maghrib in Washington, where we are focusing on the... Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui est une édition spéciale sur la richesse et la diversité de la culture marocaine. Nous avons parlé d'art, d'architecture et d'échanges culturels, mais la cuisine marocaine occupe une place particulière dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. La gastronomie marocaine est le fruit d'un savant mélange hérité d'affluences arabes, berbères, européens, africains et andalous. Et pour en savoir plus sur ce merveilleux patrimoine, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir dans notre studio de Washington le célèbre chef Moha.
Thank you, Faisal, Merci Faisal à vous et à tous les membres de votre groupe. Soyez le bienvenu parmi nous, Chef Moha, dans cet épisode spécial avec le Maroc depuis Washington. Nous connaissons tous le couscous, mais la cuisine marocaine ne se limite pas à ce seul plat. Vous avez inventé des plats marocains modernes. Qu'est-ce qui distingue la cuisine marocaine des autres cuisines de cette région d'Afrique du Nord? Et quel est le secret de cette popularité de la gastronomie marocaine à travers le monde? Vous savez que la cuisine marocaine, c'est une cuisine ancestrale qui est connue dans le monde entier. Et mon rôle et ma persévérance, c'est faire connaître la cuisine, la gastronomie marocaine. La gastronomie marocaine, une des meilleures au monde, pour la simple raison, on a un pays, stratégiquement parlant, il est en Afrique, à côté de l'Europe, loin, la nature, on a la mer, on a la terre, on a les deux mers, on a tout pour bien faire. Donc on a les produits du terroir qui sont exceptionnels et c'est une cuisine qui est ancestrale, qui est d'ailleurs ce qu'on appelle une cuisine impériale. On a la cuisine andalouse, qu'on a la cuisine berbère, la cuisine juive, la cuisine arabe, la cuisine du désert, la cuisine de tout genre. On fait toutes sortes de méthodes de cuisson. On parle aujourd'hui, par exemple, de ce qui me fait rigoler, on parle de la cuisine de slow food ou bien on parle de la basse température. Mais au Maroc, la basse température, ça existe depuis des siècles et des siècles. Et dans ce cas-là, moi, ce qui est mon rôle ici à Washington, c'est de faire connaître la gastronomie marocaine. Pourquoi faire connaître la gastronomie marocaine? Parce que j'aimerais que tout le monde puisse savoir ce que c'est un couscous, parce que tout le monde connaît le couscous, mais on ne connaît pas le tagine, on ne connaît pas le tangia, beaucoup de choses. Et mon rôle, c'est de faire connaître, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, pour donner des cours de cuisine aux des politiciens et des artistes, ainsi aussi donner des cours à faire des événements de gastronomique à travers l'ambassade, bien sûr, et dans des endroits pour que les gens puissent déguster la vraie cuisine marocaine. Et ça, c'est mon rôle de faire un ambassadeur, si vous voulez, de la cuisine marocaine. Oui, tout à fait. Donc, nous avons ici dans notre studio deux diplomates, le chef Moha et Marie Royce, à qui je vais demander, après avoir goûté ce plat marocain, Marie, qu'en pensez-vous? Merci Adam. Chef. Yes, Mary. Oui, Marie? La cuisine marocaine est vraiment magnifique. Merci 1000 fois. Vous savez, quand certains Américains viennent parfois dans mon restaurant, je n'entends que ces mots. Super, agréable, délicieux, très bon. Benin. That's right. I love Très it. bon. That's what- Well, I have 2 tangines. Alors, vous savez, j'ai reçu 2 de ce tagine comme cadeau et j'en suis ravie car j'adore le goût de la cuisine marocaine. Et vous avez mentionné les fruits de mer, il y a également bien sûr la viande et les légumes et le secret, c'est évidemment l'harmonie de leurs saveurs. Et pour ceux qui n'ont pas encore goûté à la cuisine marocaine, je vous recommande vivement de le faire et de commencer par la pastilla et le couscous, chef. Sachez que je viendrai bientôt vous voir dans votre restaurant. Oui, mais avant cela, je vous cuisinerai ce tagine directement après la fin du tournage de cette émission, s'il vous plaît. D'accord. Mais il s'agit là d'un petit tagine, ce n'est pas assez pour nous tous. Oui, mais il y a un proverbe marocain qui dit « Un plat qui suffit pour un, suffit pour 10 ». Nous sommes un peuple qui partage. Nous partageons tout concernant la nourriture. Les Marocains sont des gens très généreux. Nous en reparlerons en détail avec notre hôte Mohamed El Alami. Mais permettez-moi de vous demander, chef, en fait, vous avez cuisiné pour des rois, des présidents et de nombreuses personnalités à travers le monde. Et vous nous avez fait une merveilleuse présentation de la gastronomie marocaine ici aux États-Unis. Quel accueil avez-vous reçu de la part des Américains? You know, just after COVID, I traveled a lot. I went to the South Africa, France. Écoutez, juste après la crise sanitaire de la Covid-19, j'ai beaucoup voyagé.
Je suis allé en Afrique du Sud, en France, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et à d'autres pays. Et quand je suis revenu à Washington, j'ai entendu les mêmes compliments habituels. Génial, très bon, délicieux. Les gens adorent la cuisine marocaine. J'invite donc tous les Américains à visiter le Maroc pour goûter l'authentique cuisine marocaine et écouter de la musique locale. Il y a un proverbe marocain qui dit « Un estomac plein donne envie de chanter ». Écoutez, ce sont les saveurs et les épices qui rendent la cuisine marocaine si spéciale, car ils sont le secret de cette gastronomie si riche et variée. Le secteur agricole marocain dispose d'atouts indéniables et d'un potentiel intrinsèque lié à l'importance et à la diversité de ses richesses naturelles. Maintenant, ma question est la suivante. Pouvez-vous cuisiner de tels plats hors du Maroc? Je veux dire, est-ce que les tomates marocaines ont un goût différent des autres tomates dans d'autres régions du monde? Première chose, il faut pouvoir avoir tous les ingrédients de la gastronomie marocaine, c'est-à-dire les épices. Et le premier ingrédient, le plus important, very, very important for Moroccan cuisine, is love. First. You heard it Then from Moha. you can, if you love cook or cooking or you are happy, you can cook many beautiful things with tasty and with love. It's only easy. Et ça, c'est important dans la cuisine marocaine d'aimer. Et les ingrédients, maintenant, on trouve tout dans le monde entier. Partout dans le monde, chaque fois où je voyage quelque part, on trouve toujours les mêmes ingrédients. Et en plus, il faut juste avoir beaucoup d'amour. So let's talk about contemporary cuisine. Chef, maintenant, je vais vous poser des questions concernant les plats contemporains. Les gens sont aujourd'hui plus intéressés par les calories contenues dans leur alimentation. Vous avez introduit dans vos techniques culinaires un mélange de méthodes modernes et traditionnelles pour la préparation de vos plats marocains. Alors, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Alors, pour la gastronomie marocaine, c'est vrai que pour un challenge pour faire de la nouvelle cuisine marocaine, d'abord, il faut savoir qu'avant de faire de la gastronomie marocaine, il faut connaître la cuisine traditionnelle, mais la connaître par cœur. Aimer la cuisine traditionnelle, bien connaître tous les plats marocains. Après, on peut commencer à s'amuser à faire de la cuisine marocaine diète ou bien un mélange, parce que nous, on a une ouverture du culture. Par exemple, avant, il n'y avait pas de foie gras au Maroc. Maintenant, le foie gras, c'est français ou même international. On peut faire un couscous au foie gras. C'est très diététique, hein? Mais on viendra au diététisme parce qu'on a les petites salades. Et les petites salades, comme les petites salades qu'on pose, c'est de la tomate, c'est cuisine méditerranéenne qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est une cuisine diète. Et on a ces petites salades qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, on n'a pas que les petites salades. On a beaucoup de choses qui sont diètes, mais par contre, on peut choisir en diète et le gras, comme la tangia. Quel privilège d'avoir to have with us Chef Moha. Quel privilège de vous avoir parmi nous, Chef Moha. De plus, il nous préparera un délicieux plat marocain directement après le tournage de cette émission. Passons maintenant à une autre facette de ce riche patrimoine de la culture marocaine, celle de la musique, et en particulier la musique des mariages. Avec nous dans le studio se trouve Kamal El-Salihi et sa femme Marjana. Ils sont planificateurs de mariage depuis des années ici aux États-Unis et sont devenus très populaires, ainsi que dans d'autres pays des Amériques. Kamal, pouvez-vous nous parler de ce style musical si particulier que vous produisez pour le public américain et comment réagit-il? All right. From my experience, and I've been here for more than 28 years now, and I've been. Bon, Adam, de par mon expérience, je vis aux États-Unis depuis plus de 28 ans et j'ai organisé plusieurs mariages pour diverses minorités et cultures. À mon avis, le mariage marocain reste l'un des plus distingués.
La raison en est que l'épouse reste au centre de l'attention. Ensuite, la façon dont nous organisons nos mariages est presque similaire à un festival. Robes, plats, gâteaux, musique. Si vous êtes invité à un mariage marocain, vous le trouverez sûrement comme un mariage tiré des Mille et une nuits. C'est vraiment magnifique. Quant à la musique lors du mariage marocain, vous trouverez toutes sortes de musique, en adéquation avec les styles de vêtements portés par la mariée, des vêtements qui varient selon les différentes régions du royaume. En général, c'est vraiment merveilleux et extraordinaire d'assister à un mariage marocain. Absolument, et nous en saurons plus encore après une courte pause. Nous échangerons avec Faisal Bentayeb. Faisal Bentayeb est un célèbre chanteur issu de la communauté marocaine aux États-Unis. Il est fondateur du groupe musical Voices of Morocco. Une courte pause et nous retrouvons Faisal et son groupe. Restez avec nous. مشاهدينا الكرام, welcome back to مع المغرب من Washington. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui est une édition spéciale entièrement consacrée aux multiples facettes du patrimoine culturel marocain. Avec nous maintenant, Faisal Bentayeb, le fondateur de Voices of Morocco, une formation qui s'intéresse à la diffusion de la musique traditionnelle marocaine ici aux États-Unis. Faisal, pouvez-vous nous parler de la nature de votre public ici à Washington et quelle musique ce public préfère-t-il? Je suis content d'être parmi vous. Mon expérience concernant ce domaine a commencé quand j'avais 10 ans. J'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de musiciens et de groupes folkloriques et quand je suis venu aux États-Unis, j'ai fondé le groupe Aswat al-Maghreb. Nous travaillons depuis 20 ans avec M. Kamal et d'autres. Tout le monde apprécie ici ce que nous offrons. Le folklore marocain est tant aimé par les Arabes américains et de nombreuses ambassades. Nous aimons énormément notre culture et notre folklore. Quelles sont les caractéristiques de la musique marocaine? Qu'est-ce qui fait la richesse de ce patrimoine musical si particulier comparé aux autres régions de l'Afrique du Nord? L'aspect vestimentaire, c'est-à-dire les tenues traditionnelles. Notre style vestimentaire est tout à fait différent. Nous avons un folklore très diversifié. Il y a les gnawa, les aïssawa, les rythmes de Marrakech et l'art berbère. Chaque type de ces derniers se distingue par son propre style vestimentaire et ses rythmes. Merci Faisal et merci aux membres du groupe Voices of Morocco. Bon, nous venons d'entendre Kamal Salehi qui s'intéresse à la musique de mariage et nous nous tournons à présent vers son épouse Marjana qui participe également à la planification de cérémonies nuptiales traditionnelles ici aux États-Unis. Marjana, comme Kamal l'a souligné, la mariée tient une place centrale tout au long des festivités. Elle enfile successivement plusieurs caftans traditionnels, rien n'est trop beau, trop faste pour elle. Et pour célébrer cette union sacrée, au-delà du simple apparat, la parure de la mariée revêt une portée culturelle. Bon, la mariée au Maroc doit avoir beaucoup de patience car elle changera de tenue au moins 6 fois pendant la soirée du mariage. La nuit du mariage est longue et peut prendre de 6 à 8 heures. Elle change de vêtements, elle danse, elle mange et généralement, je demande aux mariés de se reposer suffisamment la veille du mariage pour briller lors de leur nuit de noces. Alors, excusez-moi, vous voulez parler de la soirée du henné ou du mariage? Nous parlerons de la cérémonie après. Très bien, alors je vais vous expliquer
expliquer le déroulement de la cérémonie du mariage. Nous commençons par porter la mariée sur les épaules dans une plateforme appelée l'Amariya. 4 personnes la portent, parfois 6, selon le poids de cette plateforme, de l'Amariya. Et elle est normalement la reine couronnée pour cette nuit-là. Alors tout le monde la regarde avec attention et admiration. Pour moi, c'est la meilleure mariée au monde car elle porte de très beaux bijoux, un caftan magnifique appelé tcheta qui est généralement en 2 pièces, tandis que le caftan est, lui, formé et constitué d'une seule pièce avec de belles couleurs et de très beaux bijoux. Après cela, elle change ses vêtements une deuxième fois avec différentes couleurs, différents bijoux pour correspondre à son caftan. Elle accueille ensuite les invités, le dîner, elle change de tenue. Elle est vraiment la reine de la nuit. Et le marié change-t-il de vêtements? Oui, mais uniquement 2 fois. Et pas de bijoux? Sans bijoux. Il porte généralement un jabador marocain, qui est généralement blanc, et sa deuxième tenue, c'est un costume noir. D'accord. Parlez-nous maintenant de la cérémonie du henné. Pour en avoir une illustration, nous avons avec nous ici dans le studio une fille qui jouera le rôle de la mariée. Parlez-nous de la pose du henné lors du mariage. En fait, la soirée du henné est la deuxième nuit de noces, la plus importante pour la mariée, qui accueille toutes ses amies, ses proches. Elles mettent du henné, dansent et profitent de la nuit précédant le jour du mariage. Et ce jour-là, la mariée porte généralement un caftan vert. Elle porte également de très beaux bijoux en accord avec la robe. C'est-à-dire la veille de son mariage. Oui, la veille, effectivement, car la couleur verte est associée à la signification du henné, qui exprime le bonheur et la chance pour la mariée. Elle porte donc généralement du vert le jour du henné, comme porte-bonheur en fait. Chers téléspectateurs, tout au long de ce tournage, nous avons eu avec nous Mohamed El Alami qui prépare le thé à la menthe. Le thé à la menthe est un véritable emblème du Maroc, tout à la fois symbole de partage, d'hospitalité et de cet authentique art de vivre. Mohamed, pourriez-vous nous expliquer comment le thé marocain se prépare et nous dire ce qui le rend si spécial? Well, the Moroccan tea, is the title of every Moroccan home. Écoutez, le thé marocain est la marque de chaque maison au Maroc. C'est un symbole de générosité chez nous. Il existe au Maroc une méthode spéciale pour préparer le thé à travers de différents types d'herbes aromatiques. J'ai apporté avec moi aujourd'hui quelques-unes. La sauge, le thym sauvage, la menthe et la lavande. Chaque région du Maroc se spécialise dans certaines de ces herbes et ces dernières sont utilisées comme médicaments. Si vous avez de la migraine, de la fatigue, que vous êtes agité, le thé marocain vous détend. Quand on apporte une tasse de thé marocain, surtout dans le sud du Maroc, on remarque que plus il y a de la mousse, plus la tasse est professionnelle. De plus, certaines personnes ne boivent pas du thé sans mousse. I do. I do. Yeah. So let me ask you, when you drink it, et si la mousse n'apparaît pas pendant que vous buvez le thé, en verserez-vous à nouveau pour faire plus de mousse? Exactement. You know, something you said, I didn't know. I mean, obviously the importance of tea. Vous avez également dit, ou je ne sais pas où je l'ai entendu, que le thé marocain, avec ses ingrédients, n'est pas seulement une boisson, mais aussi un remède contre de nombreuses maladies. Faut-il des compétences particulières pour savoir préparer cette boisson? Je veux dire, un peu comme une spécialité médicale.
Well, we could say that, but some people have these skills and Yeah. some people don't. Oui, moyennement d'accord. Certaines personnes ont cette compétence et d'autres non. Je connais des amis qui versent la tasse et la remettent plusieurs fois And a lot of bubble. afin d'avoir plus de mousse et un peu de thé. Et c'est ainsi qu'ils préfèrent le thé, sinon ils ne le boivent pas. Et y a-t-il également un intérêt particulier pour le café au Maroc? Non, le café est une autre chose, différente. Et le thé est-il cultivé au Maroc ou importé? Il est importé. It's imported. Yeah, it's China. D'accord. Et tenez-vous ce savoir-faire de votre famille? From my wife. Oui, de ma femme. Yeah. Car je suis un homme de café. Yeah, exactly. Cut. But recently, I changed my preference to. Mais récemment, j'ai opté pour le thé au lieu du café, surtout après avoir renoncé au sucre. I have so many, as I said at the beginning of the show. Chers téléspectateurs, quelle merveilleuse journée, non seulement parce que nous avons pu avoir un aperçu de l'exceptionnelle richesse de la culture marocaine, grâce à nos invités qui représentent fièrement l'identité plurielle de cette société marocaine et qui, comme je l'ai dit au début de cette émission, en sont les meilleurs ambassadeurs auprès de leurs amis américains et contribuent à renforcer les relations entre nos deux pays. Je le dis à mes amis américains, au risque de me répéter, je vous exhorte à visiter le Maroc, où vous aurez la chance de mieux découvrir cette culture dont nous vous avons montré aujourd'hui quelques facettes. Dans ce pays qu'est le Maroc, l'authenticité et la modernité se côtoient et vous y rencontrerez des gens attachés à leurs traditions, comme témoignaient tout à l'heure Mary Royce et George Landry. Visitez le Maroc, il est facile de s'y rendre. Vous y découvrirez ce merveilleux pays qui a été le premier au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis. C'était il y a plus de 250 ans. Je tiens à remercier toute l'équipe dirigée par le producteur et le réalisateur de cette émission, Mohamed Saïd Al-Wafi, et tous mes invités, Mary Royce, Chef Moha, Adel Naji, le chroniqueur de l'émission, George Landry, Faisal Bentayeb, Samir Longos, Kamel Salihi, Marjana, Asma et Mohamed Alami. Merci à vous tous pour votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre épisode très spécial. Et je vous laisse maintenant sur un air de musique traditionnelle marocaine et je vous dis à très bientôt. Over there.